Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir celui qui vient d'entrer au panthéon de la course au large en inscrivant son nom au palmarès du Vendée Globe. Vainqueur du Tour du Monde en solitaire, au terme d'une course magistrale, il a pulvérisé le temps de référence avec un nouveau record de 64 jours à la barre de son foiler, Massif Santé Prévoyance, tout en maîtrise sur les 45 000 km du parcours. Notre invité a occupé la tête de flotte pendant 42 jours. Il a passé tous les points clés en tête, à l'exception du Horn, salué d'abord par l'étrave de Johan Richope, son redoutable dauphin sur cette édition. Intouchable, pour reprendre les mots de ses adversaires, notre invité avait déjà franchi cette ligne d'arrivée en tête il y a 4 ans, avant d'être classé deuxième en raison d'une bonification accordée à Yannick Bestaven. Une décision acceptée avec fair play par ce gentleman des océans. Cette fois, il a eu les honneurs de la ligne et décroché une victoire amplement méritée. Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, est avec nous. Une ovation pour le Havrais. C'est parti. Bienvenue Charlie. Bienvenue. Merci. Bonsoir Virginie. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Charlie. Quel privilège de t'avoir avec nous sur ce plateau du Café de la Marine. Merci. Allez, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que tu es arrivé, Charlie. Ça a été la folie. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement? Non, on s'en rend pas compte pendant la course. On ne sait pas si la course est suivie ou pas. Non, j'étais vraiment surpris à terre que la course était autant suivie. Je pensais qu'il y avait eu un peu un effet un peu Covid, on va dire, en 2020, et que la course avait été un petit peu plus suivie que d'habitude. Mais en fait, non. En réalité, non. Elle était encore plus suivie, cette édition du Vendée 2024, que 2020. Donc, tant mieux. Avec Charlie, beaucoup de suivi dans les écoles aussi. Charlie, on dit souvent que le retour à terre, il est un peu violent. Comment est-ce que tu as vécu cette remontée du chenal triomphale après 64 jours de mer? On va en voir quelques images tout de suite. Comment tu as vécu ça? Bien, c'était génial. C'était une journée incroyable. Ce 14 janvier, je ne suis pas prêt de l'oublier. Voilà, avec ce franchissement de ligne, voilà, avec cette énorme joie de remporter la course, voilà, une course à laquelle je pense depuis 4 ans. Voilà, comme tu disais ça tout à l'heure, Gilbert, vous disiez ça tout à l'heure, Gilbert, oui. je rate la victoire à 2 heures. Voilà, ça a été un gros moteur sur ces 4 ans. Ouais, tu as refait le match sans cesse pour revoir où tu avais perdu ces 2 heures. Hein. Exactement, ouais. J'ai refait la course des milliers de fois dans ma tête pour essayer de chercher ces minutes qui m'ont manqué. Voilà, de franchir cette ligne d'arrivée en tête, c'était un moment génial. Cette remontée de chenal avec toute cette foule, c'était vraiment mémorable. Je suis pas prêt d'oublier. Et puis après, voilà, la bouteille de champagne, puis enfin le droit de soulever le trophée. Et justement, Oui. On va en parler parce que c'est vraiment une image qui nous a marqué, qui nous a beaucoup ému, Charlie, cette image où on te donne le trophée et ce moment où on le voit, tu n'arrives pas à le prendre tout de suite. C'est assez incroyable, comme si finalement tu ne réalisais pas. On a le sentiment que tu n'arrives pas encore à y croire et puis après tu gardes les yeux fermés longtemps. Voilà, c'est un moment très très fort. Ouais, c'est un moment fort et voilà, ça y est, quoi. Ça y est, je peux le soulever, ce trophée, enfin. Avec les yeux fermés. Après ces années, littéralement, de travail. Et voilà, avec tout le travail aussi de l'équipe, parce qu'il faut le souligner, ils ont pas compté leurs heures, ils ont travaillé les week-ends, les jours fériés pour que le bateau soit si près. Donc, la meilleure équipe du monde. Hein, la meilleure équipe du monde, ouais, c'était un moment très très fort. Voilà. C'est vrai que j'étais très heureux là, il y a 4 ans de franchir cette ligne d'arrivée, de retrouver mes proches, de retrouver l'équipe, mais j'avais un petit pincement au cœur quand j'ai vu Yannick soulever ce trophée, et même si c'était passager, dur, quand je l'ai vu soulever le trophée, voilà, ça n'a pas été... C'était assez difficile. Voilà, et... C'était cruel comme scénario, il faut le dire. Ouais, c'était cruel. Ouais. Après, ce que j'ai dit à l'arrivée, je le pense toujours aujourd'hui, mais ça ne rend pas les choses plus faciles à vivre pour autant. Et voilà, du coup, cette année, c'était mon tour et c'était un super moment. Alors on va revenir un peu en arrière justement à ce passage de ligne dans une lumière un petit peu magique au lever du soleil. Il faisait aussi très froid. Il était 8h25 lorsque tu as remporté ce Vendée Globe au terme de 64 jours de course. Une victoire devant Johan Richope, ton éternel ennemi, et puis le Sablais Sébastien Simon, 3e. Tu as dit là, et tu as dit que c'est de loin la plus belle victoire
de toute ta carrière. Est-ce que tu as eu le sentiment, tu t'es accompli en tant que marin dans ce tour du monde? Bah ouais, je pense que ouais, ça s'est quand même super bien passé. Ouais, même si, comme tout le monde, j'ai eu mon lot de petits problèmes techniques. J'ai eu des moments où j'avais moins le feeling, j'avais moins l'état de flow, comme on dit dans le sport. Mais voilà, heureusement, il était avec moi sur les moments clés, les moments importants. Mais ouais, c'est vrai que ça s'est quand même extrêmement bien passé. Ouais, j'ai eu une mer j'ai eu un sud où j'ai pas eu Non. vu plus de 40 nœuds. J'ai pas eu ma plus grosse Ouais. rafale de toutes les mers du sud, c'est 40 nœuds. Je pense que je suis le seul à avoir eu si peu de vent. Si peu de vent. Voilà, on a eu un enchaînement météorologique assez incroyable. Voilà, après, il y a eu de la grosse intensité, notamment cette tempête dans l'océan Indien. On va y Où revenir. On va y j'ai revenir resté sur devant, sur le scénario de la mais- course et les moments clés avec toi. Euh, mais Virginie, auparavant, tu es aussi repassée dans ton jardin à la fin de ce tour du monde. Et oui, on l'a vu. Alors, tu as été survolé hein, lorsque tu es passé à la pointe de Pinmar, mais il y a aussi des photos qui ont été prises quand tu es passé dans ton jardin, tout près des Glénans, notamment le pôle Finistère course au large, les amis, les proches qui sont venus te saluer à ce moment-là. Johan n'était pas très loin. Est-ce que tu as réussi à savourer ces moments-là, l'impression d'arriver enfin, ou ça a été trop stressant jusqu'à la ligne? Non, ça a été. Ouais, j'ai voulu vraiment garder un niveau de vigilance maximum. Voilà, on se rappelle ce qui s'est arrivé ce qui est Il y a arrivé du à Boris trafic il y a en 4 mer. ans. Voilà, il y a beaucoup de trafic. Beaucoup de bateaux de pêche. Toute la nuit, là, j'ai dû plusieurs fois changer ma trajectoire pour éviter des collisions avec des bateaux. Je passe quelques minutes après avoir pris cette photo, là, je passe vraiment entre deux bateaux de pêche qui étaient très proches l'un l'autre. Au sud de Belle-Île, je passe au-dessus d'un filet de pêche là, qui apparaît à l'AIS, donc juste au dernier moment. Et là, j'espère vraiment il est profond et que je ne vais pas me prendre dedans. Heureusement, je ne me prends pas dedans. Mais voilà, il y a eu des obstacles jusqu'à l'arrivée. Et puis aussi, je suis au près. Donc voilà, Oui. ça a été un Vendée Globe Express, mais ces dernières 24 heures ou 12 heures étaient quand même très très lentes. Et voilà, Avec la fatigue puis qui voilà, se fait vraiment ce qui sentir se à ce fait la moment-là. fatigue. Ouais. Et puis voilà, là je fais des zigzags entre Pinmar et les Glénans. Et voilà, ça va vraiment pas vite. J'ai l'impression de passer la journée à faire ça après avoir eu des vitesses assez incroyables. Voilà, c'était vraiment si proche. Donc non seulement il y avait l'effet proche du but où c'est un peu comme quand on part en vacances. Voilà, le dernier kilomètre c'est le plus Voilà, long. c'est vrai. Donc il y avait déjà cet effet-là. Et en plus, bah, j'étais littéralement lent à ce moment-là. Et voilà, puis voilà, forcément, je regardais toujours un œil sur Johan. Je faisais toujours des scénarios catastrophes en me disant voilà, si je reste bloqué dans de la molle et qu'il me passe devant, je vais avoir l'air de quoi. Donc voilà. C'est vrai que, puis, en et fait- puis, voilà, voilà, forcément, le cerveau, lui, il a qu'une envie, c'est se projeter sur l'arrivée, de penser à l'arrivée. Et donc, tu te l'es interdit jusqu'à la fin, Dès que hein. mon cerveau Ouais. commençait à penser à l'arrivée, j'essayais de recentrer mon attention sur mes réglages de voile, sur mes derniers choix, sur mes derniers obstacles à gérer. Ouais, tu te reconnectais toujours à ton bateau. Et en fait, il y avait d'ailleurs eu une infographie où on voyait le nombre de bateaux de pêche qui étaient dehors ce soir-là. C'était vraiment impressionnant. Alors, tu nous l'as dit, justement, tu en as tellement rêvé depuis 4 ans de cette victoire qu'on va voir justement aussi ton explosion. Enfin, c'est une délivrance ou une libération. Tu as parlé du champagne. On va revoir ces instants au ponton avec le champagne. On est prêt? On l'a eu! On l'a! On Vraiment. se lasse pas de t'entendre dire on l'a. On l'a. C'est Toi vraiment- qui es tellement réservé, là, c'est vraiment l'explosion. Ouais, un Charlie. petit peu, ouais, plus que d'habitude, ouais, c'est sûr. Alors, il y a une phrase quand même qui m'a frappé. C'était juste dans l'interview, quelques instants après le franchissement de la ligne, où tu dis j'ai eu l'impression d'être parti depuis 48 heures seulement. Tu étais tellement focus sur cet objectif que le temps est vraiment passé si vite, Charlie. Ouais, franchement, ouais, c'est passé c'est l'intensité tellement forte, là, notamment avec ce duel avec Johan. Voilà, c'est dès que je pouvais, j'allais me reposer. Ouais, j'avais le temps. Ouais, ouais, au final, j'ai l'impression j'ai eu le sentiment d'avoir très peu de temps en fait, pour contempler, pour profiter.
Même si j'ai réussi à trouver quand même des moments où j'ai pu profiter. Mais voilà, l'intensité est tellement forte que j'ai l'impression que la course est passée très vite. C'était 24 heures sur 24 pour le bateau. Et alors, on va revenir plus en détail sur ta trajectoire, sur cette bagarre avec Johan. Alors, Johan et Sébastien étaient quand même unanimes à la fin pour dire que tu étais un cran au-dessus. Il y a des choix architecturaux que tu as fait sur ton bateau qui forcément ont été payants, mais on sait aussi que tu avais particulièrement les crocs, tu l'avais dit, tu avais prévenu au départ sur le ponton. Tu avais été très élégant en 2020, mais tu l'as rappelé, ça avait été très difficile d'encaisser cette deuxième place. C'est peut-être cette frustration finalement qui t'a permis de mettre un tel niveau, d'être un cran au-dessus des autres? C'est sûr que ces 2h30, ça a été un gros moteur pendant toutes ces 4 ans de préparation. Voilà, à chaque fois qu'il fallait peut-être arbitrer sur un choix technique à faire pendant la conception du bateau, voilà, avec Guillaume, avec les deux Guillaume, Guillaume Ferdier et Guillaume Combescure. Et en fait, à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on fait ça? Si, on va y aller parce que le Vendée Globe, ça peut se gagner à 2h30. Voilà, ça a été, et puis moi, ça a été aussi un moteur pour moi d'essayer de faire mieux, d'aller encore plus au bout des choses, même si on était allé assez loin déjà sur la préparation d'Apivia en 2020. Et ouais, c'était vraiment un moteur, quoi. Un moteur. Toujours remettre du charbon en se disant ça peut jouer à 2 heures. Exactement. Ouais. Alors, si on regarde la descente de l'Atlantique, tu avais connu un petit passage à vide qui t'a fait perdre du terrain au niveau des Canaries, et puis tu es revenu très très fort entre le Cap-Vert et l'Équateur pour reprendre la tête de la flotte au début de l'Atlantique Sud. Tu allais en fait toujours 2-3 nœuds plus vite à ce moment-là que tes adversaires. On imagine que ça t'a mis particulièrement en confiance. Ouais, c'est sûr que voilà, de Madère jusqu'au Poteau Noir, là, j'ai un moment où un petit passage à vide où j'ai un peu moins le feeling, je sens un peu moins mes choix. C'est un peu plus poussif. J'ai perdu autant l'état de flow, je l'avais au début, parce que je sors en tête du Golfe de Gascogne et ça se passe plutôt bien au début. Là, voilà, c'est un peu moins bien. Et en fait, je retrouve mon feeling dans le Poteau Noir. Et en fait, à un moment, j'empanne. Et je sais pas, je sens qu'il faut que j'empanne. Je sens qu'il y a plus de vent en empannant et ça se passe bien. Et après, là, l'enchaînement est vraiment favorable pour moi. Là, on retrouve des conditions où le bateau est vraiment très, très rapide en sortie de Poteau Noir. Voilà, au vent de travers, dans du vent médium. Et voilà, des conditions où le bateau va vraiment très 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 vite par rapport aux autres. Et voilà, là, je ressens dans un moment où dans un cercle un peu vertueux de performance. Et alors dans l'Atlantique Sud, il y a eu ce long bord, là, cette descente où le record des 24 heures a été battu à de nombreuses reprises avec 615 000 pour Sébastien Simon. J'imagine que vous étiez tous un peu partagés à ce moment-là entre bien pousser encore plus loin le curseur et puis préserver le bateau. Tu étais dans quel état d'esprit? Moi, je ne voulais pas me tromper d'objectif à ce moment-là. Donc je pense que c'est pour ça que je fais pas surenchérir. Je fais pas forcément des temps incroyables à ce moment-là parce que je sais que la course est encore très longue. Et je veux continuer à préserver le bateau, on est encore vraiment au tout début du Vendée Globe. Donc voilà, moi j'y vais quand même un petit peu entre guillemets sur la retenue à ce moment-là. Justement, on a parlé tout à l'heure de cette frustration qui a fait que tu es revenu plus déterminé que jamais. Est-ce que c'est peut-être ce qui t'a poussé à faire le choix, justement, très engagé, de rester devant cette dépression dans l'océan Indien? C'était une décision mûrement réfléchie, on imagine, ou alors plus un coup de tête? Si, j'ai passé beaucoup de temps devant mon ordinateur pour ce choix de route qui était très très engagé. D'ailleurs, au début, j'étais plutôt parti pour pas y aller. Et en fait, les nouveaux, en fait, il y a des fichiers où c'était vraiment pas engageant d'y aller et ça passait pas si mal au nord. Oui. Et en fait, les fichiers d'après, c'était l'inverse. C'était donc vraiment tu as passé compliqué du temps de s'en sortir au nord. Et au sud, ça allait à peu près. Et donc finalement, j'ai décidé d'y aller. Après, je pense que il y a 4 ans, j'aurais peut-être pas osé prendre ce choix, d'avoir déjà vu les mers du Sud, d'avoir déjà fait le tour du monde. Je pense que ça m'a permis un peu de démystifier les choses et d'oser y aller. Et Sébastien, t'as suivi? Tu savais qu'il allait y aller aussi? Vous êtes passé un petit coup de qu'est-ce que tu comptes faire ou pas forcément? Si, je sentais j'ai l'impression qu'il comptait bien y aller. Ouais. Ça a dû te convaincre aussi d'y aller. Donc Sébastien Simon qui lui t'a suivi alors que Johan est monté au nord pour se mettre à l'abri. Il expliquait d'ailleurs
Tu disais peut-être d'avoir déjà fait un tour du monde. Lui, en tant que bisu, il ne se sentait pas de prendre cette option. Sébastien, qui a cassé quand même son foil peu de temps après, est-ce que tu as le sentiment que vous avez peut-être un peu trop poussé les bateaux? Est-ce que ça t'a refroidi, en tout cas à ce moment-là, de voir que lui cassait son foil après avoir mis beaucoup d'engagement? Non, non, ça m'a pas. Non, j'ai confiance dans mes foils, dans le développement de nos foils. Non, non, ça m'a pas. Non, ça m'a pas. Je me suis dit qu'il, dans son malheur, il a eu de la chance parce qu'il a cassé le foil tribord. Oui. Et, Mais on voit l'image justement. Et ouais, il reste vraiment rien de son foil. C'est un moignon. Oui. Voilà. Et du coup, voilà, c'est le moins pire foil entre guillemets à casser. Moi, mon foil bâbord sur Apivia avait été inutilisable Exact, ouais. à peu près au même moment, là, à partir de fin de l'océan Indien. Et pour le coup, remonter l'Atlantique, j'avais mis 27 jours à faire Cap Horn à arriver. Et 20 de ces 27 jours, c'était en tribord à mur. Donc, je pouvais pas utiliser ce foil sur toute la remontée de l'Atlantique. Et voilà, ça avait été assez frustrant. Ouais. Par contre, toi aussi, tu as eu quand même tes petits soucis puisque tu as constaté aussi que tu avais une fissure sur ta coque. C'était dans les mers du Sud. Est-ce que tu as quand même eu peur? Tu as effectué une réparation, j'ai eu peur à ce moment-là. On a eu peur avec l'équipe. En fait, c'est un moment où, pour le coup, je suis obligé de naviguer en sur-régime. On parlait du tronçon record tout à l'heure. En fait, c'est un moment où je fais presque 600 000 en 24 heures. Et en fait, je sens que j'en demande trop au bateau. Je tire trop sur le bateau et ça me plaît pas. Voilà, je suis pas content, même si je fais des beaux temps et je prends du. En fait, c'est un choix volontaire de tirer fort sur le bateau à ce moment-là parce que j'ai vraiment envie de recréer de l'écart avec Johan, mais ça me plaît pas. Je sens que j'use le bateau et je sais pas comment ça va se matérialiser, mais je sens que j'en demande trop au bateau et effectivement, quelques jours après, je trouve cette fissure d'1,50 m dans la coque. Voilà. Et tu as géré, l'ingénieur pilote était aussi stratifieur. Ouais, en fait, dans notre malheur, la chance qu'on a eue, c'est que la fissure n'était pas traversante. C'était que sur la peau intérieure de la coque. Voilà, ça aurait pas été la même chose si elle avait été traversante. Mais en fait, je répare vraiment quelques jours avant de faire un long tronçon en tribord à mur. Et voilà, j'ai eu peur même en pleine nuit. À un moment, je me suis dit, mince, est-ce que tu as bien regardé? Est-ce que tu as bien regardé au bon endroit sur la peau extérieure? Est-ce qu'il n'y a pas une fissure sur la peau extérieure? Et donc, je suis allé voir en pleine nuit en prenant des repères pour être vraiment sûr d'avoir bien regardé. Et non, heureusement, elle n'était pas traversante. Ouais, ça a été un bon stress et on sent quand même aussi là toute ta connexion et ton feeling avec le bateau, hein, avec autant de jours en mer seul avec ce bateau-là. Alors Johan, il a tartiné, comme on dit, pour revenir après son option nord. Il est bien revenu, surtout que toi, tu as dû enchaîner pas mal d'empannage le long de la zone des glaces. Vous avez été à vue tout le long du Pacifique. Hein, ça a été une bagarre exceptionnelle. On rappelle quand même que c'est Johan qui t'avait privé de la victoire sur la solitaire du Figaro pour 5 petites minutes. Finalement, il n'y avait pas meilleur adversaire pour attiser encore un peu plus ta hargne et ton envie de prendre une revanche là aussi. Oui, c'est sûr que j'avais pas envie qu'il me revole le Vendée Globe comme il avait subtilisé la solitaire à 5 minutes, pareil. Après, moi, je n'étais pas du tout étonné de me retrouver bord à bord avec Johan depuis qu'il avait annoncé son projet. Je savais que ce serait un des plus grands, concurrents les plus sérieux sur ce Vendée Globe 2024. Le ton avait été donné sur la Fastnet 2023 où on termine à 5 minutes. On s'était aussi partagé les victoires des 2 Transats 2024 de pré-saison. Il gagne la Transat CIC, je gagne la New York Les Sables. Donc voilà, je savais que ça allait être un client sérieux sur le Vendée Globe et voilà, ça n'a pas manqué. Et je pense que si le record a été battu d'autant, c'est beaucoup parce qu'il était là et parce qu'on a navigué. Ça nous a forcé à donner le meilleur de nous-mêmes, à tirer fort sur les machines pour essayer de prendre l'avantage. Donc ouais, c'était assez dingue de se retrouver. Voilà, on était dans les 60e, je pense, au moment où je filme Lyon sur les images qu'on vient de voir. Oui, qu'on vient de voir où vous êtes. Ouais, on est bord à bord. Vous êtes à vue, oui. C'est assez surréaliste. Alors Johan, il avait justement réussi à reprendre l'avantage dans le Grand Sud et à passer en tête au Horn avec quelques minutes. Si Johan, il avait fait plutôt, lui, le pari d'un bateau taillé pour le portant, dans la forte brise, pour le Grand Sud, toi, tu avais fait celui d'un bateau plus polyvalent, mieux armé peut-être pour gérer les transitions. Donc quand tu as passé le Horn et qu'il était devant, tu étais quand même confiant, tu étais dans
dans quel état d'esprit avant cette remontée? Alors, Charlie mon objectif, c'était de sortir des mers du Sud dans un rayon de 100 000 de Johan, avec un bateau à 100%. Donc, c'était ça mon objectif. C'était, peu importe que je sois devant, derrière, il faut que je sois à peu près à 100 000 de lui. Et surtout avec un bateau en parfait état pour remonter l'Atlantique. Donc, l'objectif a été atteint, puisque il passe le Cap Horn devant moi 9 minutes, même si en plus je fais une erreur de choix de manœuvre, je perds 20 minutes juste avant quelques heures avant le Cap Horn, donc je pense qu'au lieu de passer 9 minutes devant, je passe 9 minutes derrière. Donc c'était un peu frustrant, même si j'ai beaucoup profité de ce passage du Cap Horn. Je l'avais pas vu il y a 4 ans. Des images sympas. Et je l'étais passé de nuit et j'étais vraiment heureux malgré tout de le voir. Et donc j'ai vraiment aimé ce moment, même s'il me subtilise le passage du Cap à 9 minutes. Mais voilà, l'objectif était atteint, de passer le Cap Horn en même temps, globalement en même temps que juste derrière Johan. L'objectif était atteint et c'était génial de pouvoir remonter l'Atlantique avec un bateau à 100%, avec 2 foils, avec 2 anémomètres, avec tous mes réglages de foil qui fonctionnaient, avec mes ballasts, avec toutes mes drisses, toutes mes voiles, même si j'avais dû en réparer une que j'ai bien déchirée au sud de l'Australie. C'était vraiment génial de pouvoir. Au final, c'est assez rare. C'est une chance énorme de remonter l'Atlantique avec un bateau à 100%. C'est pas le cas sur le Vendée Globe. C'est quelque chose qui arrive quand même pas souvent. On le voit pour ceux qui sont derrière. C'est ça. Tu as beaucoup travaillé mentalement aussi, Charlie. Alors, on rappelle que tu n'as pas le droit d'appeler un préparateur mental pendant le Vendée Globe, mais il t'a donné des petites astuces, ton préparateur. Je crois que tu avais des scénarios possibles, des solutions adaptées, c'est ça? Et ça t'a pas mal aidé? On avait un petit comme une caisse à outils mentale que j'avais à bord. Donc on a préparé suite à mon Vendée Globe 2020, donc en fonction d'une baisse de morale, d'un aléa technique, d'un problème d'indécision stratégique. J'avais une respiration spécifique à faire, une phrase à répéter, une gestuelle à faire pour gérer ces situations. Alors justement, tu avais même écrit sur ton tableau Velleda à un moment donné, navigue comme toi, c'est-à-dire tu avais fait un reset mental pour pas matcher la façon de naviguer de Johan. Mais je reviens surtout, la conclusion, c'est une formidable histoire quand même pour toi, pour la Massif qui a remporté ce Vendée Globe avec François Gabard en 2012-2013. Une belle histoire aussi pour ton équipe et notamment ton directeur Guillaume Combescure qu'on a cité tout à l'heure et qui avait débuté comme stagiaire avec François Gabard. Tu disais à l'arrivée, j'ai la meilleure équipe du monde. En fait, je trouve qu'il y a une phrase de Louis Burton qui est sympa. Il dit l'équipe marque l'essai et le skipper le transforme. Ouais, c'est un peu ça. C'est une équipe qui, pour certains, qui sont là depuis Apivia. Et non, c'était vraiment génial de partager cette victoire avec eux. Et ils sont beaucoup investis dans la préparation de ce Vendée Globe. Ils sont tous. On a fait donc un aller-retour à New York. On en parlait tout à l'heure en début de saison. Il y en a aucun qui est rentré, qui est rentré en France. Ils ont passé un mois à travailler d'arrache-pied sur le bateau. Pour le remettre en état après la Transat CIC. Ils restaient tard le soir, ils venaient travailler le week-end, les jours fériés, ils n'ont vraiment pas compté leurs heures. Et voilà, cette victoire, elle leur appartient autant qu'à moi, clairement. Et alors, de quoi tu as envie maintenant? On imagine que tu as envie de breaker un peu, Charlie, même si la saison va repartir assez vite. On a commencé les débriefings, donc le break n'a pas encore vraiment commencé. Ce matin, on a commencé la première session de débriefing avec l'équipe. On continue la semaine prochaine. Oui, j'ai envie de prendre un petit peu de vacances en famille, de profiter de mon petit garçon et de Perrine. Je ne les ai pas vus depuis longtemps, donc on va essayer d'aller un petit peu en montagne, j'espère. Prendre l'air et breaker avant de se reconcentrer parce qu'il y a la Transat Jacques Vabre et puis l'année prochaine la Route du Rhum et je crois que ça c'est une course aussi qui te tient à cœur. Ouais, forcément la Jacques Vabre, c'est ma course de cœur, donc j'ai hâte d'y être. Elle part du Havre. Donc j'ai hâte d'y reparticiper et forcément la Route du Rhum qui est une course qui fait aussi partie des grands monuments de la course au large. Où tu avais terminé deuxième derrière Thomas Ruyant en 2022. Donc mon nouvel os arrangé, ça va être la Route du Rhum, je pense. Et si l'on se projette un peu plus loin, parce que Johan et Sébastien, ils aimeraient te revoir en 2028, est-ce que le Vendée Globe,
c'est dans la tête ou ce sera autre chose? Ouais, pour l'instant, je profite. Pour l'instant, je profite de ce Vendée Globe. Je m'interdis pas de Faut revenir que tu atterrisses, en quand même. 2028. Je profite déjà de celle-là parce que voilà, ça a été un gros travail pour aller la chercher. Donc voilà, chaque chose en son temps et en temps voulu, je déciderai de ce que je souhaite faire. Après, c'est pas une décision qu'on prend tout seul. C'est un engagement aussi familial fort. Donc c'est une décision que je dois avoir aussi en famille, et puis aussi il faut aussi un sponsor pour ça, donc voilà, mais ouais, je m'interdis pas de revenir en 2028, mais on verra. Pour l'instant, je profite. À prendre le temps de la réflexion. Et nous, on va profiter, avant de se quitter, de ces images, ces magnifiques images du podium, où tu es donc avec Johan Richomme et Sébastien Simon. Ces images où vous êtes retrouvés tous les trois à l'arrivée de Sébastien, avec beaucoup de complicité et de respect, même si vous êtes tous les trois de redoutables adversaires. Voilà, vous nous avez fait rêver sur ce Vendée Globe. Et offert beaucoup d'émotions tant pendant la course que sur cette arrivée. 3 figaristes, Virginie. 3 figaristes et qui se sont bien entraînés au Pôle Finistère course au large et qui inscrivent ici donc un magnifique podium. Merci Charlie d'avoir été avec nous. C'était un vrai bonheur de te recevoir. Merci pour le public lorientais qui est venu nombreux ici ce soir à la Cité de la Voile pour t'écouter et pour recueillir des autographes et des photos. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci À Charlie. bientôt. Bye bye.